grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibiro. Halud Mauni. Chenibiri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi 8 mai 2015. Bienvenue à cette émission et si vous nous recevez chez vous, merci donc de rester fidèles à nos programmes. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est donc le rendez-vous avec les confrères de la presse. Nous allons voir avec eux 4 thèmes. La signature de l'accord de paix prévu donc pour le 15 mai prochain. Nous allons voir avec eux si ce rendez-vous sera maintenu par les partis. Recrudescence de la violence, ce n'est plus que dans le nord, mais éventuellement, nous allons voir avec eux tout ce qui se passe dans le pays, notamment au centre donc du pays. Alors, drame de l'immigration, 180 Maliens sont morts voulant rejoindre l'Europe. Nous allons voir avec eux si ce drame est bien loin ou bien si ce drame va se répéter ou bien quels sont les moyens pour donc atténuer ce drame. Le rapport du vérificateur général, nous allons également en parler avec eux. Ils sont 3, Ami Bessissé de Radio Futur Média, Hassan Kone du journal NotreNation.com et enfin Boubacar Sangaré du journal du Mali.com. Merci à vous messieurs pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé, Nouhoumdire est à la technique. Studio Tamani. Pas d'évolution donc significative dans les négociations intermaliennes convoquées à Bamako pour la signature de l'accord le 15 mai prochain. Les délégations restent réservées sur donc le respect de ce rendez-vous. En attendant le programme officiel décidé par la médiation, le chef de la MINUSMA a d'ores et déjà voulu être conciliant en évoquant l'éventualité d'une prolongation des consultations au-delà du 15 mai. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire? Hassan Kone, vous êtes du journal La Nation, NotreNation.com. Et merci. Et là, c'est une question aussi qui appelle à des questionnements en réalité, hein. Et je me suis dit que est-ce que le responsable des Nations Unies au Mali n'a pas pris un peu le devant parce qu'il sait que la date du 15, il est clair qu'avec tout ce qui se passe sur le terrain, et on ne verra pas la CEMA ou la CEMA dans sa totalité à la table de la signature de ce document. Donc c'est une manière de dire que même si le 15, la CEMA n'était pas là, que la CEMA pourra venir signer après le document. Mais je me dis, dans ces conditions, aujourd'hui, je lisais quelque part l'ancien Premier ministre malien Moussa Mara qui disait que même si le Mali doit signer seul cet accord, il faut que le Mali signe. Mais je ne sais pas, un accord que le Mali signe seul, qu'est-ce que cela vaut? Voilà des questions qu'on se pose. Et pourquoi aussi avoir fixé obligatoirement la date du 15, tout en sachant que l'un des éléments, l'un des acteurs importants de cette négociation et de la résolution de cette crise n'était pas dans des prédispositions pour signer le document le 15. Pourquoi avoir fixé une date butoir le 15? En sachant que la CEMA, la coordination des mouvements armés de l'Azawad, n'a toujours pas paraphé donc ce document. Alors, Ami Bessissé, vous êtes de la radio Futur Média. Alors, quel est votre avis sur cette question donc de la signature du 15 mai? Bien, merci, bonsoir à tous. Il est évident, comme l'a dit mon confrère tout de suite, que c'est un questionnement. On se rappelle de ce que ce gouvernement avait dit. La dernière fois, c'est le gouvernement qui a demandé à ce que la date soit fixée. Mais ça va être beaucoup plus une honte, disons, un désaveu si une deuxième fois, le gouvernement malien prenne le devant, comme l'a dit tout de suite, pour dire que ça va être reporté. Mais il est évident que les Nations Unies sont peut-être au-dessus de la mêlée par rapport à tous les protagonistes. Le gouvernement malien peut peut-être dire « Ah, cette fois-ci, c'est l'ONU qui a demandé ». Il est évident que ça va être très difficile, voire impossible. Même s'il y a accord, je crois que c'est quelque chose qui ne fera que compliquer la tâche parce que ceux qui seront dans l'accord, la plateforme dont on parle, est l'antithèse exactement de la CMA. Donc, ça ne vaudra pas la peine si c'est signé sans les groupes armés de la CMA. Boubacar Sangaré, vous êtes au journal du Mali.com. Votre avis sur la signature du 15 mai? Merci. Alors moi, je pense que jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne n'a aucune garantie que la CMA va parapher l'accord le 15. Alors que des présidents ont été convoqués pour le paraphe de l'accord le 15 à Bamako. La signature. Oui, la signature, pardon. Les deux pourraient se faire car la CEMA n'a toujours pas paraphé.
aujourd'hui, personne n'a garanti que la CMA va signer. Et il est clair d'ailleurs que tout le monde d'ailleurs est sûr que la CMA ne va pas signer. Mais moi la question que moi je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que ces gens-là veulent qu'on franchisse cette étape-là, qu'on aille vers les choses sérieuses. Puisque si aujourd'hui, et jusqu'à présent, ils ne veulent pas signer. Non seulement ils ne veulent pas signer, mais on voit aussi que aujourd'hui, le développement de l'actualité au nord du Mali ne permet pas, vraiment pas de dire qu'on doit non seulement signer cet accord-là et qu'on peut aussi l'appliquer. Et moi, je me demande si ces gens-là ne sont pas en train de chercher à conserver les privilèges là, que cette crise-là les a offerts, le luxe et tout ce qu'on sait. Alors, Ami Bessissé, la délégation malienne rejette toute idée de renégociation de cet accord. Alors, pourra-t-elle résister donc, à ce que la médiation laisse déjà entrevoir, voire une prolongation après la signature? Vous savez, M. Famoussa, je crois que le gouvernement malien s'est tiré une balle dans le pied depuis le jour où ils ont paraphé en premier cet accord. Mais le problème est qu'aujourd'hui, nous le savons tous, ils ne sont pas maîtres de ce processus aujourd'hui. Ils sont en train de s'adosser sur une Algérie ou bien sur une médiation qui aussi n'a pas la situation en main. Parce que ce n'est plus une affaire politique aujourd'hui, c'est sur le terrain aujourd'hui. Et on se demande si ce n'est pas le Gacha qui ne veut pas que cet accord-là soit signé. Parce qu'on connaît très bien la rivalité entre ces deux mouvements, les Imgrad et puis les Ifogas. Et au moment où tout semblait aller peut-être mieux, disons de toutes les façons, tout semblait présager que la CMA était dans une disposition à se faire supplier, à se faire cajoler pour peut-être venir à la table. C'est en ce moment qu'on va, on va les provoquer et à leur tour, ils mettent tout le Nord à feu et à sang. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. On ne peut pas condamner le MLA pour ce qu'ils sont en train de faire parce qu'on va dire que c'est le Gacha qui est pro-Bamako, qui est pro-gouvernemental, qui a commencé. Donc, on va dire que bientôt, c'est le Mali qui a violé le cessez-le-feu. Donc, c'est difficile de remettre tout ça dans l'ordre et puis de repartir de plus belle. Alors, Hassan Koné, vous êtes du journal NotreNation.com. Êtes-vous du même avis que Ami Bessissé quand il annonce, il évoque donc la possibilité que le Gatia pourrait ne pas vouloir qu'on signe l'accord maintenant avec peut-être l'occupation de Ménaka? Bon, et le dire en ces termes, pour moi, c'est un peu compliqué. Je ne pourrais pas dire que le Gatia ne veut pas qu'on signe cet accord, parce que la plateforme qui a déjà paraphé l'accord en même temps que le gouvernement malien, si ma mémoire est bonne, le Gatia doit faire partie de cette plateforme. Et il se trouve que c'est une situation très complexe. Aujourd'hui, c'est vrai, on dit le Gacha est pro-gouvernemental. Mais même par rapport à cela, il faut se poser des questions parce que si on interroge l'histoire de cette crise, et on se souvient qu'on n'est pas à la première crise. La crise de 1992, on a vu à un moment donné que dans un camp, il y avait un gars comme Yad Agali qui se battait contre le même général El Hadji Gamou aujourd'hui, qui se trouvait dans le Larla et du côté malien. Et à l'époque, c'était Yad Agali qui était du côté malien avec ses éléments et ils avaient été soutenus à l'époque par l'armée malienne, par l'État malien pour défaire le Larla. Et le Larla dans lequel Gamou était aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà Gamou qui a la tête pratiquement, qui est dans l'armée malienne, mais donc qui fait partie des Imegades. Et les Imegades sont ceux qui dirigent le Gatia. Donc voilà des questions qu'on peut se poser. Même si aujourd'hui on soutenait peut-être le Mali est d'accord, puisque le Gatia fait un peu l'affaire du Mali, puisque le Gatia est opposé par exemple au MLA et à tous ceux qui sont contre l'unité du Mali. Donc il est clair que c'est logique que l'État malien peut avoir des sensibilités positives par rapport au Gacha. Mais même là, on doit se poser des questions. Aujourd'hui, des sensibilités positives. Est-ce que demain, le Gacha ne se retrouverait pas dans la même position dans laquelle Yad est aujourd'hui, étant donné que par le passé, l'État malien avait soutenu Yad. Et Yad est aujourd'hui devenu l'ennemi pire de la République du Mali. Alors, nous allons voir avec Boubacar Sangaré. Boubacar, est-ce que vous êtes du même avis que Ami Bessissé? Alors, non, là où moi je vais un peu me dissocier de ce qu'il vient de dire, c'est de dire que c'est vrai, aujourd'hui, votre question appelle une autre question. Aujourd'hui, faut-il se méfier du Gacha?
C'est la question, puisque pourquoi c'est à quelques jours, à quelques accablures même de la signature de l'accord, le Gacha rallume les mèches. Mais il se trouve que, c'est vrai, ce qu'Hassan a dit, le Gacha, c'est un mouvement qui est connu comme pro-gouvernemental. Et à un moment donné, on a même accusé le gouvernement de sous-traiter son guerre à travers le Gacha. Mais de là à dire qu'aujourd'hui c'est le Gacha qui ne veut pas la signature de l'accord, je crois qu'il y a un pas qu'il ne faudrait pas franchir. Ami Bessissé. Mais moi, je crois que je reste toujours dans ma réflexion. En fait, lorsque je dis que le Gacha ne voulait pas qu'il y ait la paix, on ne peut pas comprendre qu'à quelques jours, juste à quelques jours, que le Gacha prenne une initiative unilatérale pour un gouvernement qui d'ailleurs officiellement s'est désolidarisé. Imaginez un groupe de soldats aujourd'hui au nord, l'armée malienne, on comprend pourquoi souvent l'armée refuse d'aller au feu, parce qu'on se dit qu'on va mourir pour rien. Moi, je crois que quoi qu'on dise, les Gacha, c'est des Maliens. Je ne dirais pas qu'ils sont plus Maliens que les autres, mais quand même, c'est des gens qui ont une position beaucoup plus gouvernementale, comme l'a dit tout de suite. À un moment donné, c'est des gens qui étaient dans la rébellion. Mais aujourd'hui, quand vous essayez de voir tout ce qui est en train de se passer, c'est le Gacha qui est responsable, et c'est au Gacha qu'on impute cette responsabilité. Donc, je continue à croire que c'est le Gacha, parce que l'accord dont on parle tout de suite, l'accord accorde tellement de prérogatives à la CMA, et on sait qu'au nord du Mali, lorsque cet accord va être appliqué, les gens, les Touaregs, comme on appelle les Ifogas, aura cette même mise qu'ils ont toujours eu au nord, et ça va être une vie un peu amère pour les immigrants. Alors, moi, je ne pense pas que les gens de Ménaka soient du même avis que vous. Et qui viennent d'être libérés du Djouk de Menela. Je ne parle pas au nom de la population, je suis en train de parler d'une généralité. Voilà, entre le Menela et, disons, entre la CEMA et les autres groupes, je parle de ça. Moi, je sais que la population pense, la population peut se tromper, on ne doit pas se réjouir qu'on soit libéré par une milice quand même dans un pays de droit. Si c'était l'armée, d'accord. Quand dans un pays, on a une armée qui n'a quand même pas aujourd'hui la capacité. Comment vous pouvez me dire que l'armée n'a pas Alors, une capacité? Nous allons permettre à Hassan de vous départager. On parle de la position de l'armée malienne. De l'autre côté, c'est les milices. Alors, à qui doit-on confier donc la sécurisation de ces sites-là? Dans un État normal, il ne doit pas avoir des individus en armes au-delà des individus autorisés par l'État. Et ceux qui sont autorisés par l'État, c'est les forces de sécurité et de défense. Et dans le cas présent, c'est l'armée malienne seule qui devait avoir le monopole de la violence sur le territoire malien. A-t-elle les moyens? Je ne dirais pas que l'armée malienne n'a pas les moyens. Et le Gatia a eu ses moyens où? Un État, c'est quoi? C'est un territoire, une population, un pouvoir. Quand on parle de pouvoir, c'est la capacité de coercition. Et la capacité de coercition, il y a la notion de monopole de violence. Donc, quand l'État n'a pas les moyens d'assurer ce monopole de violence-là, l'État n'a pas sa raison d'être. On n'est plus un État. Et si l'État malien veut être un État, il faut que l'État malien se donne les moyens pour avoir une armée capable d'assurer la sécurité sur toute l'étendue du territoire et sortir de ce schéma-là qui ressemble à une sous-traitance de la violence. Même on va loin. C'est vrai, aujourd'hui, on parle du Gatia. Mais même l'accord de défense qu'on a signé avec la France, c'est une autre sous-traitance de notre sécurité. Nous allons observer quelques secondes de pause avant la deuxième partie de cette émission consacrée aux violences dans le pays. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, notre page Facebook, notre compte Twitter. N'oubliez surtout pas de faire un tour sur notre site web où vous pouvez réécouter cette émission ou l'écouter tout simplement en direct si vous n'êtes pas connecté à nos radios partenaires à travers l'ensemble du pays. Alors aujourd'hui, c'est vendredi, c'est le forum de la presse qui réunit les journalistes. Ils sont 3 autour de moi dans ce studio.
Alors, nous sommes à la deuxième partie, recrudescence de la violence dans le pays. Tenenkou, Banamba, Toubakoro, Amdalaï, Mopti, avec la Ziara, meurtre à Douanzan, Toula, Peteou, Tcham, les veuves donc des chauffeurs de Mopti qui se mobilisent, qui marchent donc contre les assassinats sur l'axe Mopti, Gao et Tombouctou. Nous allons voir avec nos invités de quoi toutes ces violences donc pourraient traduire donc pour les populations sur le terrain. Alors Hassan Koné, nous étions avec vous, nous allons enchaîner avec vous. Toutes ces violences dans le pays, comment peut-on les décrypter? Bon, toutes ces violences pour moi traduisent un certain malaise, mais en même temps qui m'amène à me poser des questions. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a eu un forcing pour qu'on aille à la paix que les ennemis de la paix se sont mis en branle et créent des situations et enfin j'appelle ça des derniers barreaux d'honneur. Ils essaient de remuer le cocotier suffisamment pour mettre à mal le processus de la paix dans l'espoir de rester encore des maîtres, parce qu'en réalité, la paix n'arrangerait pas tout le monde aujourd'hui, parce que certains se sont engagés dans ce processus de conflit et ils n'ont pas atteint leur objectif. Et c'est clair que il y a une économie qui s'est développée dans cette crise. Et en cas de paix, cette économie de guerre-là va disparaître. Donc chacun n'a pas intérêt à la paix. Peut-être la population à la base a intérêt à la paix, mais c'est clair qu'il y a des gens qui tirent profit énormément de cette crise, qui n'ont pas intérêt à cette paix-là. Et tous ces actes de violence pourraient expliquer cela. Alors, nous allons voir avec vous, Ami Bessissé, la tension la plus farouche durant cette semaine, c'est bien Tenenkou, avec 9 rebelles tués et un gendarme malien tué donc lors des affrontements. On parle de groupe armé, c'est donc tout un ensemble. Le MNLA a réagi face à ce communiqué en disant que le gouvernement est en train de taire les nombreux morts dans les rangs des militaires. Est-ce que vous pensez que cette tension qui a eu lieu à Tenenkou, on puisse revoir cela avant l'accord le 15? Et je crois que c'est encore une nouvelle fois difficile à expliquer. Ce sont des chiffres qu'on ne saurait vérifier de la sorte parce que chacun donnera ses chiffres dans son camp. Donc là, c'est une guerre de communication à ce niveau. Mais ce qui est surprenant, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, on a vu ceux qui sont là pour défendre les populations civiles, en l'occurrence la MINUSMA. On a vu ce qui s'est passé à Tabancourt. La MINUSMA a osé ouvrir le feu sur des positions de la MINUSMA. Mais pourquoi aujourd'hui, tel n'est pas le cas? Il faut qu'à un moment donné, comme ça arrête. On disait tout de suite que c'est le gacha qui a commencé. Ça, c'est évident. Mais le gacha a arrêté depuis. Mais jusqu'à présent, c'est le MNLA qui est en train de continuer dans des villages où il n'y a pratiquement attaquer les positions personne. De l'armée. Et qu'est-ce qu'ils font la plupart du temps? C'est des boutiques qu'ils cassent, c'est des sacs de riz qu'ils prennent. C'est des gens qui sont en train de préparer leur survie quelque part dans un coin où ils savent que ça va être de plus en plus compliqué. En fait, ils ne sont pas en train de faire la violence, disons, la vraie guerre. Ils sont en train de terroriser les gens pour que l'État soit occupé par autre chose. Donc, mais lorsque l'armée, tout de suite, on le disait, Hassan le disait, on a vu quand même que maintenant l'armée a les moyens de riposter. C'est-à-dire que l'armée, à un certain moment, si elle décide de prendre sa responsabilité, même s'il y aura des morts de son côté, quand même, l'ordre est rétabli. Donc, ça se voit que ce n'est pas le gacha qui doit agir, c'est plutôt les forces de défense et de défense. Alors, quel doit être le comportement donc de l'armée malienne face à ces nombreuses attaques donc de la part des groupes armés? Boubacar Sangaré du journal du Mali.com. Alors moi je vais un peu rejoindre pour une fois. Pour une fois mon confrère ici pour dire que oui, effectivement c'est à l'armée malienne de prendre ses responsabilités et de tenir tête face à ces agissements de mineurs. Mais ce que moi je voudrais dire, c'est que non seulement, oui, Hassan a dit tout cela,
montre qu'il y a un malaise. Mais dans le même temps, ce que je voudrais ajouter, c'est que tout cela montre, encore une fois, qu'on est dans un état qui est encore faible, où il n'y a pas... En reconstruction. Voilà, en reconstruction, oui, et où il n'y a pas de normalité. On n'est pas encore dans la normalité. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte de climat et ni paix ni guerre, et qui fait que finalement, personne n'a l'esprit tranquille. Et aujourd'hui, l'insécurité, elle est là, elle gagne de l'ampleur. Et tout le monde sait pourquoi elle gagne de l'ampleur, parce que tout simplement, il n'y a pas de dispositif sécuritaire. Même si dispositif il y en a, il n'est pas suffisamment efficace. Alors, Hassan Koné du journal NotreNation.com, ces nombreuses violences, nous l'avons évoqué avec vous au début donc de ce volet. Aujourd'hui, c'est plusieurs positions de l'armée malienne qui sont attaquées. Est-ce que l'armée pourra résister d'ici la signature? Oui, mais bon, aujourd'hui, l'armée malienne, par la force des choses, est dans une position défensive en réalité. Bon, on peut aussi comprendre cette position défensive parce que, au risque d'être taxé de celui qui viole les accords de cessez-le-feu, on restera dans une position défensive. Mais tactiquement et stratégiquement, dans un contexte pareil, je pense que la position défensive n'est pas la position souhaitée. Il serait intéressant si effectivement l'armée malienne a les moyens, que l'armée malienne puisse réunir certains renseignements et étouffer les bandits dans leur nid. Ça, c'était la démarche souhaitable. Mais si l'armée malienne se met dans cette logique, c'est clair que cette communauté internationale qui, jusqu'à présent, n'a pas eu de déclaration claire par rapport au comportement des groupes armés sur le terrain, va attaquer l'État malien d'avoir violé les accords de cessez-le-feu. Et on a l'impression, il faut le dire clairement, que tout ce qui se passe dans le nord du Mali par rapport à ces bandits, ils bénéficient d'un soutien de la communauté internationale. Jusqu'à preuve du contraire, ça fait bientôt 2 semaines que tout le monde constate des escarmouches sur le terrain. Et tout le monde sait qui est dans la logique de provocation. Mais la communauté internationale n'a fait aucune déclaration ferme, ni par rapport au MLA, ni par rapport au HQA, ni par rapport à ce qu'ils appellent la SEMA. Donc on se pose des questions. Il y a eu des accords de cessez-le-feu qui ont été signés. Des pré-accords ont été signés. L'accord de Ouaga a mis en place un dispositif en cas de cessez-le-feu qu'on doit mettre en branle pour situer les responsabilités. Et là, je reviens même dire que le Gatia est à l'origine de tout ça. Moi, je me pose des questions. Est-ce que le Gatia n'a pas été mis dans une situation dans laquelle le Gatia a réagi et a chassé le MLA de Ménaka? Parce que c'est cette information que moi, je n'ai pas encore pu vérifier. Il paraît que c'est le MLA, de la même manière le MLA en train d'attaquer l'armée malienne sur ses positions. C'est comme ça le MLA a attaqué aussi le Gatia sur une position quelque part. Et le Gatia en réaction les a repoussés et a continué et les a chassés de Ménaka. Donc ça pose effectivement problème. Si c'est le MLA qui se comporte comme ça, le MLA qui avait disparu du territoire malien après leur fameux combat avec le Mijao dans la région de Gao, on se souvient tous de ce truc-là, le MLA n'existait nulle part. C'est après la remontée des troupes dans le nord du Mali et surtout le dispositif que l'armée française a mis aux environs de Kidal qu'on a vu revenir le MLA sur le territoire malien. Donc on se pose aujourd'hui des questions. Qui soutient le MLA? Alors aujourd'hui, certains observateurs estiment que le Gatia, le groupe d'autodéfense Imgad et alliés, doit quitter Ménaka. Et certains estiment que si le Gatia quitte Ménaka, le MNLA également doit se retirer de la ville de Kidal. Est-ce qu'on peut comparer ces deux situations? Amin Bessissé. Moi, dans le communiqué que je lisais, on demande à ce que les protagonistes retournent à leur position initiale avant la violation de le fait. Donc, ça veut dire que tout simplement, apparemment, ce qui intéresse les gens, c'est que le Gatia quitte Gao, parce que les autres positions, ça, ce n'est pas un problème. Emenela était là, Emenela était à Ménaka. Était à Ménaka avant que les Gatia ne viennent. On n'a jamais demandé à ce que cela soit fait. Quand il y a eu les violences du 17 et des 21 mai, on n'a pas demandé à ce que voilà, l'armée malienne retourne à sa position. Comme je le disais tout de suite, nous sommes avec un État qui est en train de se pencher sur une médiation, surtout l'Algérie, parce que le gouvernement a beaucoup confiance en cette Algérie. Une Algérie qui, à mon avis, fait partie non seulement du problème, mais aussi de la solution. Mais l'Algérie n'a pas le monopole de ce problème. On sait que la France a une position stratégique
dans cette histoire. Et Yad dont on parlait tout de suite est encore une équation qui va encore compliquer la situation parce qu'au lieu que ça soit l'équation MNLA, ça va devenir une équation à deux, voire à plusieurs inconnus. Alors, je voudrais bien voir avec Hassan Koné la situation de Yad dans ce conflit avant de donner la parole à Boubacar. Bon, la situation de Yad dans ce conflit, on pourrait penser, tout ce qui se passe aujourd'hui dans la zone de Ténenkou, on parle de cette république Peul du Massina. Mais en réalité... La force de libération nationale du Massina. En réalité, si on analyse très bien, c'est parce que on va vers la sortie de la crise sans prendre Yad en considération. Donc, on peut se poser des questions. Est-ce que ce n'est pas les hommes de Yad qui procèdent à ces bêtises-là aujourd'hui? Parce que Yad veut se remettre en selle. Il faut le reconnaître. Et selon certaines informations, lorsque le Aménokal est passé par Bamako, depuis son installation, sa rencontre avec le président de la République portait sur ce sujet. Trouver une solution au cas Yad. Dans le cas de dire qu'il ne faut même pas le poursuivre. Donc moi je me dis aujourd'hui, est-ce que Yad n'est pas en train de se remettre en selle à travers les violences au centre du pays? À vérifier, c'est vrai on dit le MLA, mais si on vérifie de très près aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas la main de Yad? Et si c'est vrai que c'est la main de Yad, mais pourquoi c'est à ce moment précis que Yad décide de poser ces actes-là? On comprendrait aisément que c'est parce que tout a commencé à se mettre en place, à se résoudre sans lui, et qu'il tient à être au centre des négociations. Donc, il va poser des actes de violence à gauche, à droite, pour qu'on s'intéresse à lui et qu'on l'associe à la solution du problème. Alors, Boubacar, merci beaucoup Hassan Koné. Je rappelle que vous êtes du journal lanation.com, notrenation.com, pardon. Boubacar Sangaré du journal dumali.com. Que fait-on du cessez-le-feu dans tout ça? Alors, par rapport au cessez-le-feu, on a vu que dans son communiqué, la CMA communiquant sur l'attaque du Gacha qui l'a délogé de Menaka, la CMA a parlé d'une rupture manifeste. Moi, tout ce que c'est la même c'est que la CMA ne peut aujourd'hui se prévaloir d'aucun engagement et d'aucun respect à quelque engagement. Tous les engagements que la CMA a pris, mais elle ne les a pas respectés. Donc aujourd'hui, si elle parle d'une rupture manifeste, ça ne veut rien dire à mesure en fait. Ça ne veut rien dire. Et puis, de quoi d'ailleurs même la CMA est-elle le nom? Hors manipulation, surenchère, démagogie, mais de quoi ces gens-là sont les noms? De quel peuple sont les héros? Donc, à mon avis, si aujourd'hui la MINUSMA est en train de donner des injonctions au Gacha de quitter Menaka, ces injonctions-là, elles ne doivent pas concerner que le Gacha, mais aussi la CMA. Voilà. Quelques secondes de pause avant de poursuivre avec la troisième partie de cette émission consacrée à deux sujets, drame de l'immigration avec 185 morts des Maliens, uniquement des Maliens qui tentaient de rejoindre l'Europe et ce rapport du vérificateur général qui a été donc présenté au président de la République. Quelques secondes de pause et nous nous retrouvons. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. 184, c'est le nombre de Maliens morts en voulant rejoindre l'Europe. Ce drame, donc, depuis des semaines, le décompte macabre des jeunes Maliens ne cesse d'évoluer. Qu'est-ce que cela vous inspire, Ami Bessissé? De la désillusion, de la colère à la limite. Parce que le problème fondamental, c'est quoi? C'est que nous sommes en train de nous refléter. Quand je dis nous, je parle en fait des Africains. L'Occident est en train de nous faire refléter un mirage, en fait. Nous sommes en face d'un mirage où on croit que tout est beau, tout est excellent de l'autre côté de la mer. Et malheureusement, nous avons des compatriotes
qui souvent ne comprennent pas. Mais moi, j'ai toujours dit que ce sont des gens qu'on peut qualifier de ce qu'on appelle les martyrs de la dignité. Parce qu'en fait, ces gens, ce n'est pas par méconnaissance. C'est des gens qui ont envie de changer quelque chose dans leur famille, disons, à l'intérieur de leur communauté. Ils ont une responsabilité coûte que coûte à défendre. Et c'est ce qui fait que souvent, on tente même l'impossible. Donc, dans des pays, disons pas dans des pays où ça ne va pas, dans des pays où on ne s'occupe pas des populations, forcément, ils n'ont rien à espérer si ce n'est tenter le dernier recours qui est souvent le plus fatal. Cette tragédie. Alors, Hassan Koné du journal NotreNation.com, est-ce que ce drame, on peut l'imputer à l'Europe? Et il est clair que les organisations d'associations de migrants, dans leur analyse, sont formelles. Ils pensent que on a commencé à sentir ce phénomène lorsque l'Europe a décidé de mettre en place son dispositif du Frontex. Cela veut dire simplement que c'est lorsque l'Europe a décidé de durcir les conditions pour les aventuriers qui veulent accéder au territoire européen qu'on a vu le développement de ce type de mafia qui se nourrit du sang humain. Mais le phénomène n'est pas récent. Vous vous souvenez, il y a de cela un certain nombre d'années avec les boat people dans cette partie de la Philippine. Lorsque l'humanité décide de créer un continent de misère au sud des portes de l'Europe, l'Europe se présenta comme un Eldorado où on vit mieux, on est mieux soigné, on arrive à s'épanouir. Il est clair que cela va attirer des alouettes. Est-ce que la solution, c'est ce fameux dispositif du Frontex qu'on a mis entre l'Europe et l'Afrique, qui est la solution? La preuve est qu'aujourd'hui, ça fait des milliers de morts. Donc, il est clair que si il faut réfléchir sur ce dispositif-là et trouver une autre solution à ce problème-là. Peut-être la solution peut être le développement de ces États qu'on a bloqués dans un système de pauvreté à travers un système économique mondial. Alors, les drapeaux étaient en berne au Mali suite à ces nombreux morts de Maliens voulant rejoindre l'Europe. Est-ce que le pays fait assez pour retenir les jeunes? Boubacar Sangaré du journal du Mali.com. Alors, c'est un avis très personnel. Hein. Et moi, par rapport à ce sujet, ce que je voudrais dire, c'est que d'abord, le drame, que ce soit de Lampedusa ou de celui de la Méditerranée, c'est d'abord celui d'un continent, l'Afrique, dont les pays ne sont jamais arrivés à assurer à la population des conditions de vie dignes de ce nom. C'est-à-dire que ce sont des gens qui quittent leur pays, la misère aux trousses, et des pays qui sont socialement, politiquement et économiquement en panne. La preuve d'ailleurs, lorsque le drame de Lampedusa est arrivé, la plupart des naufragés, c'était des Érythréens, des Somaliens, si mes souvenirs sont bons. Et on sait aujourd'hui, l'Érythrée, c'est un pays de 6 villes d'habitants, qui est dirigé qui est devenu indépendant en 91 d'ailleurs, 93 pardon, et qui est dirigé aujourd'hui d'une main de fer par Isaias Afewerki, et où les libertés politiques et individuelles ne sont pas aujourd'hui assurées, avec une opposition qui est en exil en Éthiopie et puis aux États-Unis. Et c'est la même chose d'ailleurs pour la Somalie. Et aujourd'hui, on a parlé de ces bilans meurtriers pour le Mali. Et il ne faut s'attendre qu'à des drames de ce genre. Lorsque dans un pays, il y a une élite qui s'enrichit illicitement. Je crois que d'ailleurs qu'on va d'ailleurs tout de suite en parler entre nous. Et quand ces élites-là et puis ces dirigeants-là s'enrichissent illicitement, mais il y a des ressources pour la jeunesse, il n'y aura pas de travail. Donc ils vont soit risquer la mort dans le désert, ou encore ils vont céder à des discours soi-disant religieux. Et ils vont céder aussi à des trafics de tout genre. Trafic d'ailleurs même illicite. Et puis
on voit que la majeure partie de la population, d'ailleurs, même, elle est 70% aujourd'hui au Mali de la population, elle est analphabète, donc incapable de lire la vérité des textes religieux. Donc ils vont céder à ces discours-là. D'accord. Alors, tout ceci pose un problème de gouvernance, que ce soit en Europe ou bien en Afrique. Le vérificateur général, nous passons donc à la deuxième partie donc, de ce troisième volet. Le vérificateur général a présenté cette semaine son rapport 2013-2014 au président de la République. Ces investigations ont mis à jour un détournement de plus de 150 milliards de francs CFA durant cette période. Habib Cissé, je vous vois sourire. Oui, je souris parce que j'ai discuté un moment avec un confrère qui me posait la question. On se demande de quand date ce rapport. De toutes les façons, c'est faramineux. C'est étonnant dans un pays comme le Mali où on pense et on soutient qu'il n'y a pas d'argent. Je crois que c'est étonnant. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ce rapport, en quelque sorte, établit ce qui se serait passé. Mais il n'y a jamais eu sanction. Le Mali, c'est le pays où les enquêtes n'aboutissent jamais. C'est le pays qui fait le plus d'enquêtes, mais qui dorment, voire qui meurent dans les tiroirs. Je crois que ça pose la question de la gouvernance. Et à ce niveau, on peut dire pratiquement que le président n'a pas encore franchi la limite, disons, il n'a pas encore franchi la limite qu'il s'est fixée parce que c'était l'un de ses chevaux de bataille. Malheureusement, ça monte crescendo et il est interpellé. Alors, certains observateurs estiment que ce rapport doit être suivi donc de contrôle et d'action en justice afin de recouvrer les manques à gagner. Hassan Koné, qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, ce n'est pas le premier rapport. Ça, c'est d'abord mon premier constat. Depuis la mise en place du bureau du vérificateur, chaque année, on a eu des rapports. Et on ne nous a jamais fait le bilan au bout d'une année de ce qui a été recouvré et avec qui on a recouvré. Il n'y a jamais eu de bilan clair, de telle sorte qu'on est dans une situation floue. Quand on ne sanctionne pas le voleur d'aujourd'hui, on donne l'occasion à d'autres personnes d'être des voleurs demain. Et en même temps, il faut se dire, ça pose un problème. C'est vrai. On va me dire que cela ne doit pas pousser les gens peut-être à rentrer dans ce système de corruption. Mais les conditions de traitement salarial aussi de ces fonctionnaires maliens. Est-ce que cela justifie assez c'est ce que j'ai dit. Les gens vont me dire que cela ne justifie pas ce phénomène de corruption. Mais sans justifier, cela pourrait expliquer. Donc il serait intéressant que l'État prenne ses responsabilités, met le fonctionnaire ou le travailleur malien dans des conditions minimum qui lui permettent de vivre avec son salaire. Et là, on tape. On tape sérieusement tous ceux qui vont prendre 5 francs dans les caisses de l'État. D'accord. Sinon, on ne pourra jamais mettre fin à la corruption. Alors, est-ce que ce nouveau rapport du vérificateur général, AMBC, je vais vous donner la parole, est-ce que ce nouveau rapport qui estime qu'il y a 150 milliards de manque à gagner peut donner du grain à moudre au FMI, au Boubacar Sangare? Oui. Puisque ça peut effectivement susciter beaucoup de bruit à Bretton Woods. Parce que c'est-à-dire qu'il est incompréhensible, mais vraiment incompréhensible, qu'avec un régime qui vient de finir avec un scandale, parce que puisque l'affaire de l'achat des jets présidentiels et puis la surfacturation de l'armée. Donc c'était un scandale. Alors on a aujourd'hui un rapport qui nous dit qu'effectivement il y a 153 milliards de francs CFA qui ont été détournés des caisses de l'État. Et effectivement, cela pose aussi et puis le problème, la question de la crédibilité aussi du BK, puisque aujourd'hui il doit quand même comprendre que les Maliens ne veulent plus de ces présidents-là qui s'assoient à la télé et puis qui agitent une main menaçante en direction de ceux qui sont là en train de piller les deniers publics. Voilà. Alors, Amimbe Cissé. Ben, écoutez, souvent il faut essayer de prendre certaines analyses. Et ce qui me paraît souvent important, c'est quoi? On parlait de ce vérificateur général aujourd'hui qui est là, quelqu'un qui faisait partie
de la lutte, disons, de l'équipe anticorruption de Alpha Omar Konaré. Ça, c'est une information qu'un confrère me donnait il n'y a pas longtemps. En fait, aujourd'hui, il est là et on se demande, au temps de Alpha Omar Konaré, il y a eu combien de milliardaires au Mali? Ils sont connus. Comment on peut comprendre aujourd'hui que c'est cet homme qui vient faire un rapport comme ça, alors que lui-même, il faisait partie d'un système. Je crois que c'est un système où on ne peut pas lutter. Aujourd'hui, donc vous mettez aujourd'hui en doute la crédibilité du vérificateur. Ben, ça, plusieurs fois, ce n'est pas moi seulement, il y a d'autres personnes aussi qui l'ont dit. Même dans les surfacturations, on a vu qu'il y a quand même eu des rectificatifs à ce qu'il a apporté. Donc, on peut bien douter. Il n'est pas dit que c'est clair et net ce qu'il a dit. Ça peut être peut-être au-delà ou bien, disons, en dessous. Mais de toutes les façons, c'est que c'est un homme à qui on a confié une responsabilité. Il fait le travail, mais les responsables, même si on arrive à les reconnaître aujourd'hui, parvenir à les mettre dans les mailles de la justice, c'est le plus important. On a vu les ministres qui étaient impliqués dans tout ce qui s'est passé. Jusqu'aujourd'hui, c'est des gens qui sont en train de se balader comme bon leur semble. Ça n'encourage pas. Et comme le disait Hassan, ça va permettre à d'autres de risquer. Et ce qui ne risque rien à rien. De s'aventurer donc dans ce sens. Alors Hassan Koné, je reviens à vous. Est-ce que avec ce rapport du vérificateur général, on peut estimer que le président s'est trompé sur le choix des hommes depuis qu'il est au pouvoir? Et le président s'est trompé sur le choix des hommes. Je ne le dis pas lui-même, il a reconnu et il a dit. La preuve, il a chassé certains. Ça, c'est déjà un. De deux, lorsque on arrive au pouvoir, comme Ibeka est arrivé, dans les conditions dans lesquelles il est arrivé, Ibeka devait comprendre qu'il est arrivé avec le soutien d'organisations politiques. Il n'est pas arrivé avec la force d'individualité. Et Ibeka gère le pays sur la force des individualités. C'est vrai. Il peut dire peut-être si je rentrais dans la gestion avec des forces politiques, je créerais des conditions d'un consensus qui a coûté cher peut-être à Amadou Toumani Touré. Mais on est en politique. C'est des organisations politiques qui t'ont soutenu pour que tu deviennes président de la République. Quand tu arrives, tu dois avoir la capacité de gérer le pays avec ces organisations politiques. Faites-vous référence au manque ou bien au faible taux de son choix dans sa propre même dans sa propre famille politique. Même dans sa propre famille politique, à plus forte raison, et les nombreux soutiens politiques d'organisations politiques qui l'ont soutenu. Il a choisi sur des hommes. J'estime que X est bon, Y peut me faire ça. C'est sur cette base qu'il est parti. Et malheureusement, il va de déception en déception. Mais étant entendu aussi que ce rapport qui est là actuellement ne couvre pas que sa période de gestion. Je pense qu'il y a une année avant qu'il n'arrive. Il y a la fin de la transition. Et pour qui connaît des transitions en Afrique, c'est des occasions où les gens se mettent plein dans les poches. Et je suis convaincu, je n'ai pas encore bien fouillé ce rapport. Mais si on fouille bien ce rapport, on va trouver que la majorité de ces milliards qui ont disparu, c'est sous la transition. Alors, c'est donc la fin de cette émission. Une émission qui réfléchissait sur plusieurs sujets, 4 au total. Nous étions avec 3 journalistes et les sujets étaient l'accord de paix qui doit être signé donc le 15 mai, les violences dans tout le pays, les drames de l'immigration et le rapport du vérificateur général. Nous étions avec 3 invités, Ami Bessissé de la radio Futur Média, Hassan Koné du journal NotreNation.com et Boubacar Sangaré du journal du Mali.com. Je suis Famoussa Sidibé. Ousmane Diadje Touré a réalisé cette émission. Nouhoum Diré était à la technique. Peting Diara est à la régie vidéo. Nous vous disons bon week-end. À lundi pour un autre débat. Bonsoir. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.